les 5 points pour s'exporter en Allemagne, en espérant que cela vous donnera des idées sur la manière de pouvoir aborder le marché allemand comme étant un marché plein d'opportunités et non pas plein d'obstacles. Tout à fait, c'est l'objectif. Tout à fait, ouais. Alors donc, hallo Lea, wie geht's? Gut und selbst, Florence. Ja, gut, gut, danke. Bon, si vous le voulez, on va peut-être continuer en français. Donc, je suis Florence Blanchier du cabinet Blanchier Consulting et j'ai un grand plaisir à accueillir Léa Corr qui va partager le webinaire avec nous. Merci Florence pour l'invitation. Pour moi aussi, c'est un plaisir de collaborer avec toi sur cet événement. Alors pour me présenter, moi je suis donc intermédiaire en affaires franco-allemandes. Donc j'accompagne les entreprises françaises qui veulent commercer avec l'Allemagne, que ce soit pour trouver des clients ou des fournisseurs, donc sur la partie développement de business pur. Mais j'interviens aussi sur l'interculturalité, adapter les supports de communication aux habitudes des Allemands et intervenir aussi dans le management interculturel pour faire que les affaires qui ont bien démarré se pérennisent et s'inscrivent dans la durée. Alors, je te coupe tout de suite, Léa, parce Ouais. qu'on a Ruth qui ne nous entend pas. Ah. Alors, est-ce que vous avez... Ah, c'est bon. C'est bon, c'est réglé. Tout va bien, parfait. Alors, on est ravis. Ben, c'est bon, comme ça a permis aussi à quelques invités de nous rejoindre, à qui on dit bien sûr bienvenue. Donc, vous nous prenez au tout début de cette présentation. Alors, Léa s'est présentée. On aura plaisir aussi à vous faire passer un support si vous le voulez. Ce webinaire, pas cette conversation, ce webinaire est enregistré et si toutefois vous voulez le replay, eh bien sur cette simple demande par mail, on se fera un plaisir de vous l'envoyer. Et puis vous retrouverez nos coordonnées évidemment en fin de webinaire. On reste à votre disposition bien sûr après pour toute question, au-delà du replay évidemment, pas de souci. Oui, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, votre mail. Si toutefois on n'a pas le temps de répondre à vos questions dans cette heure, puisqu'il est hors de question qu'on dépasse, habitude allemande l'exige, on se fera un plaisir de vous répondre par la suite par mail. Alors bienvenue encore une fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Léa, tu t'es présentée en 2 mots. Donc en 2 mots, j'aimerais quand même que tu nous dises. Donc tu fais du lien, tu crées du lien entre les Allemands et les Français. Entre la France et l'Allemagne sur la partie donc développement business pur et la gestion de l'interculturalité. Ouais. Parfait. Alors, en ce qui nous concerne, nous, chez Blanchier Consulting, on fait du développement commercial à l'international. C'est un cabinet qui a été créé en 2014. Et donc, notre offre se décompose entre l'accompagnement, donc pour des entreprises qui n'ont jamais été à l'international ou au contraire des entreprises qui ont fait de l'international leur business, mais qui se sont développées de manière un petit peu... on va dire par opportunité. Et nous, l'idée, c'est de leur permettre de mettre en place une vraie stratégie export. Et donc, par la même occasion, nous organisons aussi des séances de formation pour faire monter les équipes en compétences. Voilà, donc management interculturel, développement stratégique, et ben, on était faites pour se rencontrer. Et justement, comment s'est-on rencontrés? C'est ça. Tout le monde meurt d'envie de savoir. En fait, j'avais été sollicitée par un client qui avait par l'histoire un premier contact avec l'Allemagne. Un de ses clients historiques avait été racheté par un groupe allemand. Donc, il avait déjà un pied en Allemagne et il avait le souhait de prendre un peu en main la partie commerciale de manière plus active que ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Donc, il a fait appel à mes services et moi, j'ai identifié qu'il avait, avant même d'aller sur l'Allemagne, besoin de quelqu'un qui l'accompagnerait pour structurer sa stratégie. Et c'est là que j'ai fait appel donc, à Florence. Donc, ça a été notre première collaboration, couronnée de succès. On s'est très bien entendu. On a remarqué des complémentarités très intéressantes entre nos deux activités et nos deux personnalités. Et donc naturellement, on a continué à travailler ensemble sur d'autres missions.
Et puis c'est vrai que le fait d'avoir travaillé toutes les deux en Allemagne, on a quand même cette mentalité dans l'organisation du travail, ce qui nous va parfaitement bien. Donc par la suite, eh bien, c'est moi qui ai eu l'opportunité de travailler, de faire le développement international d'une entreprise. Et il y avait donc cette entreprise avait des problèmes de communication avec son réseau commercial en Allemagne. Il était vraiment resté, enfin c'était devenu presque anecdotique, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de communication, un problème interculturel. Ils n'arrivaient pas à s'entendre, déjà parce qu'ils ne partageaient pas, enfin l'entreprise française ne parlait pas allemand. Et même s'ils arrivaient à communiquer en anglais, eh bien l'essentiel ne passait pas, c'est-à-dire une compréhension claire des objectifs, hein, puisque l'idée c'était d'animer le réseau de vente. Et j'ai fait appel à Léa, qui est allée démêler en fait tout ce petit truc. Et pareil, hein, ça s'est couronné de succès, parce qu'il ne s'agissait vraiment qu'un problème, et je dirais vraiment entre guillemets, parce que souvent c'est le cas, mais quel problème de communication et de compréhension de son voisin, un peu différent malgré la proximité géographique. Exactement. Alors justement, on va essayer, fort de cette expérience, on a eu envie de faire ce webinaire pour vous faire comprendre à quel point c'est important en fait de connaître ces différences et de faire de ces différences une force. Alors le sommaire, très concrètement, on va vous parler de ce que l'on sait de l'Allemagne, qui est notre voisin, de ce que l'on ne sait pas ou qu'on a tendance à ignorer en tout cas. En troisième point, on verra comment aborder ce marché. En quatrième, comment prospecter efficacement. Et Léa nous livrera les erreurs à éviter. Et on finira ce webinaire par vos questions, par répondre à vos questions, si toutefois vous en avez. Donc n'hésitez pas à mettre dans la conversation vos questions au fur et à mesure. Si vous voulez qu'elles soient traitées, il n'y a pas de problème. Pendant qu'une parle, l'autre regarde les conversations, et on ne manquera pas de répondre à vos questions. Donc sans plus attendre, l'Allemagne. Et voilà, alors tu commences, Florence? Allez, je veux bien. Alors l'Allemagne, c'est un grand pays. Il est situé justement au milieu de l'Europe, et c'est un pays qui est quand même remarquable de par son histoire, puisque c'est un pays qui a réussi une réunification après 28 ans de séparation au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis cette date, en fait, l'Allemagne réunifiée est devenue une république fédérale composée, donc elle était composée de 11 Länder, hein, ce sont toutes les régions que vous voyez sur la diapo à droite, qui sont maintenant au nombre de 16 depuis 1990. Donc on a un gouvernement allemand à la tête duquel se situe le chancelier fédéral, qui est donc nommé sur la proposition du président, hein, qu'on a tendance à ne pas connaître. Hein. Ce mandat, il est de 4 ans renouvelable à plusieurs reprises, et Angela Merkel est donc l'actuelle chancelière depuis le 22 novembre 2005. Hein. Elle a été réélue 3 fois de suite, et d'ailleurs on l'appelle Mouti, hein, si je comprends bien. C'est ça, ouais, une figure importante pour les Allemands. Ouais. Alors l'Allemagne est peuplée de 83 millions d'habitants, donc depuis septembre 2019, donc c'est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'on doit connaître sur les grands chiffres de l'Allemagne? C'est la première puissance économique de l'Union européenne. Hein. Elle figure également au 4e rang mondial depuis 2008, hein, donc c'est pas depuis hier, derrière les États-Unis, le Japon et la Chine, mais bien devant la France et le Royaume-Uni. Elle possède de nombreux atouts, donc c'est un marché intérieur déjà important, avec une population active qui est qualifiée grâce à l'apprentissage professionnel, parce que l'apprentissage professionnel, c'est un mode d'éducation qui est très ancré dans l'économie allemande et dans l'éducation allemande. Et cela permet aux étudiants allemands de trouver facilement du travail à l'issue de leurs études, ce qui est quand même remarquable. Oui, on y vient en France là récemment, on a eu pas mal de communication sur ce mode de formation. C'est vrai qu'en Allemagne, c'est historique, c'est ancré dans les entreprises. Oui. Alors, autre chose aussi qui est assez remarquable, enfin en tout cas à mettre en avant,
c'est que les entreprises et les syndicats allemands fonctionnent en cogestion. Donc il y a toujours, on est toujours sur une culture du compromis. Le compromis est vraiment ce qu'on appelle une relation gagnant-gagnant en Allemagne, et ça c'est quelque chose aussi à relever. Alors quelques chiffres, hein, mais on ne va pas vous embêter avec ça. Le PIB allemand s'élève en 2019 à 3 450 milliards d'euros. À peu près. À peu près, voilà. Son économie est très internationalisée avec des exportations représentant environ 39% du PIB. D'ailleurs, le pays est classé par l'OMC au 3e rang des exportateurs et importateurs mondiaux en 2019. Alors pourquoi 2019 hein? Parce que depuis 2020, on va dire qu'il y a eu une petite pause hein, mondiale, toute petite. Voilà, donc bon, on a quand même préféré vous donner les chiffres de 2019 en espérant que 2021 et surtout 2022 présentera des chiffres équivalents, voire supérieurs à ceux qu'on vous montre aujourd'hui. Alors, on connaît hein, les grandes entreprises comme BASF, comme également Aldi ou Lidl dans le domaine du hard discount. On connaît Volkswagen et tous les constructeurs automobiles, hein, Bosch comme équipementier. On ne sait peut-être pas que DHL aussi fait partie du giron allemand. Également SAP, pour ceux qui connaissent les ERP, hein, donc les progiciels qui gèrent tout et le reste dans les entreprises. Mais ce qu'on ne connaît peut-être moins, on aura l'occasion d'y revenir sur justement ce qu'on connaît moins en Allemagne, ce sont les petites et moyennes entreprises. Du coup, je vais m'arrêter là pour ne pas voilà, pour éviter d'avoir à répéter, puis oui, pour éviter aussi que vous ne vous déconnectiez tout de suite. Ensuite, alors, vous voyez que en France, l'Allemagne représente un berceau d'opportunités. Donc cette carte, hein, ce passe de commentaires, on voit effectivement que dans chaque département, le drapeau qui apparaît en grande majorité, donc le drapeau du meilleur client et de la terre d'opportunités pour les départements français, eh bien, c'est l'Allemagne en très très grande majorité. Donc ça, ce sont des chiffres 2020 qui se passent carrément de commentaires. Oui, tout à fait. Très parlant. Une autre diapo aussi qui se passera de commentaires, et je ne vais pas aller dans les détails, c'est plutôt un effet d'optique. Donc ça représente tous les lenders dont on parlait tout à l'heure, avec le nombre d'habitants et la superficie. Surtout, ça permet aussi de mettre en avant la grande puissance qu'ont chaque land. Il faut savoir que chaque land a sa propre constitution. Il est doté également d'un parlement et d'un gouvernement qui est issu de la majorité du Landtag. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, puisque autant en France, nos régions, on sort quand même des élections régionales et on se demande pourquoi il y a eu un tel taux d'abstention. Eh bien, peut-être parce que finalement, il y a peu d'enjeux chez les régions françaises. Les enjeux sont bien supérieurs dans les lenders et elles ont une réelle autonomie en termes de décisions politiques et économiques. Donc très important de l'avoir en tête, et d'ailleurs Léa pourra revenir très largement là-dessus. Des chiffres clés du commerce extérieur en 2019, on a vu, hein, on a dit que l'économie allemande est très orientée vers le marché mondial. Les grands partenaires commerciaux de l'Allemagne sont la France au premier plan, les États-Unis, l'Italie et le Royaume-Uni. Mais l'Allemagne a retrouvé en fait ce rôle de pivot à l'intérieur de l'Europe depuis la chute du communisme, en plus avec sa culture du compromis. C'est un pays qui a un rôle de médiateur hein, au sein de l'Union européenne. Et elle a vraiment accru sa présence en Europe de l'Est, hein, puisque dès le début des années 90, une partie de la production allemande a été délocalisée vers ces pays. Ça, c'est très important aussi à bien l'avoir en tête,
puisque l'Allemagne peut également vous amener vers des pays de l'Europe de l'Est avec lesquels les affaires peuvent représenter de vrais potentiels pour vous. Hein, il y a quand même 830 000 personnes qui travaillaient pour des entreprises allemandes dans les anciens pays communistes dès 2002, donc c'est pas hier. On a également des pays émergents qui sont des terres d'opportunités pour l'Allemagne, hein, comme la Chine et l'Inde. Donc, mais ça peut faire partie d'une autre thématique. Bon, et du coup, je prends ta suite. Oui, volontiers. Donc rapidement, on va repasser sur ce que vient de dire Florence. Ce qu'on peut retenir, c'est donc que l'Allemagne, c'est notre voisin, un membre de l'Union européenne, donc avec des facilités en termes fiscaux pour les exportations. Un pays donc avec une industrie florissante, donc un CA potentiellement très intéressant à réaliser sur ce marché. C'est un pays marqué par le fédéralisme. On retrouve donc une forte implication dans le système collectif. Si on rajoute à ça ce que l'on sait de l'Allemagne et ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui en termes de culture d'entreprise, donc les Allemands, alors on est un petit peu dans les clichés, mais il y a quand même une base, une justification à ces clichés. Les Allemands sont rigoureux, c'est vrai, ils respectent l'autorité. En public, on trouvera très rarement un employé qui critiquera son supérieur, voire jamais. C'est les champions de l'organisation, ça aussi c'est quelque chose, un cliché qui leur colle à la peau, mais c'est une réalité, les Allemands planifient longtemps à l'avance, ils prévoient toujours de la marge dans les différentes phases de leur projet, et leurs relations commerciales sont très formelles. On retrouve des notions fortes de confidentialité, de ponctualité, ça c'est un fait. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, les affaires, on peut dire que les affaires sont les affaires et on n'a pas ou peu d'affect, contrairement à la France. La vie personnelle et la vie professionnelle sont bien séparées et il n'est pas nécessaire de connaître son interlocuteur personnellement pour pouvoir faire de belles affaires et être en bons termes dans ses relations commerciales avec son partenaire, que ce soit un client ou un fournisseur. Donc là, je pense que on vous a rafraîchi peut-être quelques idées sur l'Allemagne. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce que l'on ne sait pas ou moins. Donc comme disait Florence tout à l'heure, l'Allemagne, c'est un pays qui est caractérisé par le dynamisme de ses entreprises de taille intermédiaire. C'est des entreprises qui sont très performantes, très innovantes. Elles sont spécialisées généralement sur un secteur d'activité bien précis, qui leur permet de pousser leur performance au maximum. Et c'est ce qui fait donc de l'Allemagne un marché assez concurrentiel. C'est un point de vigilance à avoir en tête dans votre projet d'exporter vers l'Allemagne. Il va falloir se préparer à être éventuellement challengé en termes de prix. Et donc, il serait intéressant de faire une étude approfondie de la concurrence avant de se lancer vers l'export en Allemagne. Donc oui, là, en termes de politique et d'économie, on a une différence quand même avec la France aussi. En termes de politique, on est sur une politique un peu plus libérale. On parlait à l'instant de la petite pause due à la crise du Covid. Les entreprises en Allemagne ont quand même sensiblement plus souffert de la crise du Covid qu'en France. Notamment par exemple sur ce qui est du chômage partiel. Il faut savoir qu'en Allemagne, le chômage partiel a maintenu les salaires à hauteur de 60% environ, là où en France généralement on était autour des 80%. Et en France, les employés payés au SMIC étaient maintenus généralement à 100%. Donc ça a eu une incidence sur le marché de l'emploi. Là justement, je lisais les nouvelles ce matin, on a une belle remontée de la courbe une belle baisse de la courbe du chômage en Allemagne, mais voilà, l'année qui est passée a été un petit peu compliquée et avec des restrictions sanitaires plus contraignantes qu'en France sur les magasins de détail, avec des tests obligatoires à présenter pour rentrer chez les opticiens, dans les magasins, commerce de détail de manière générale. Donc ça a
forcément un peu freiner la consommation. Oui, puis on sait que de toute façon, depuis la réforme de Schröder, hein, les Allemands savent que ils ont intérêt des fois de cumuler Oui, deux jobs pour oui. pouvoir se sortir un salaire correct. Hein, donc, Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus en Allemagne qu'en France, le cumul des emplois. Après, là, on est donc sur plutôt une libération des Allemands, enfin, oui, une libération de l'économie allemande avec une levée des restrictions. Donc, un petit warning quand même, parce que si les pics, si les courbes venaient à repartir à la hausse en termes de contamination, les Allemands sont encore dans un dispositif d'urgence qui qui les inciterait à reprendre les mesures qu'on a connues jusqu'à maintenant. Après, avec la vaccination, on espère qu'on ne sera pas reconfiné après l'été. ouais, c'est ce qui reste à souhaiter. Oui, tout à fait. Donc oui, toujours sur la politique et l'économie. Alors ça, c'était quelque chose qui est moins connu. En fait, l'Allemagne, c'est un peu the place to be en termes de salon professionnel. Dans tous les secteurs d'activité, on a généralement, si c'est pas systématiquement, un salon qui a lieu en Allemagne au moins. Donc un vrai marché d'opportunités on trouve sur ces terres allemandes. Et puis quelque chose qui est aussi peut-être moins connu, c'est que donc on parlait du fédéralisme, on a aussi un fort régionalisme. On a plusieurs centres économiques en Allemagne qui maillent le territoire. Tout ne se passe pas à Berlin, au contraire. On a un marché très décentralisé et donc il est important d'étudier en fonction de votre secteur d'activité la région qui sera adaptée. Donc je vais vous présenter ça oui, sur la diapo suivante. On vous a mis une infographie. Alors évidemment, bon, on est dans les grandes tendances, donc il faudra regarder ça d'un peu plus près, mais à Berlin, on va être plutôt sur les médias, la mode, le e-commerce. Hambourg, plutôt l'aéronautique, la logistique, avec un port très important. Düsseldorf, l'industrie. Francfort, plutôt un pôle financier. Sur le sud de l'Allemagne, Stuttgart, Munich, plutôt l'automobile. Des clusters aussi autour de Stuttgart, tout ce qui est logiciel, IT. Donc oui, Munich, l'automobile, l'électrotechnique aussi. Et ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que on a des pôles d'activité, donc plus centralisés, on a plus de pôles d'activité sur la partie ouest que la partie est, malgré la réunification. Hein. Ouais, on sent que ça tarde quand même à revenir au même niveau. C'est ça, il y a vraiment une volonté politique d'unifier les territoires, mais la réalité est un peu différente encore. Et la partie est reste un petit peu moins accessible aussi en termes de transport. Enfin, quoi qu'il en soit, donc ce régionalisme est bien à prendre en compte dans votre projet et il sera important d'avoir une présence locale, régionale pour vous faire connaître. Ça va vous permettre de gagner en crédibilité. Il va falloir trouver des appuis et c'est avec ces appuis régionaux que votre projet pourra prendre forme. Donc voilà, pas nécessairement, il n'est pas nécessaire d'aller tout de suite vers Berlin. Voilà. Plutôt travailler votre présence locale. Ça fait vraiment partie des études à faire en amont, hein, régionalisme et ne pas dire je vais en Allemagne tous azimuts. Tout à fait, c'est ça. Bien ciblé, ciblé pour que ces forces soient utilisées à bon escient. Alors, tu vas nous parler de la culture d'entreprise, du coup? Oui, alors quand on a passé la politique, l'économie, alors comme je vous disais rapidement en préambule, on est voisins certes, mais on est assez différents. Et c'est vrai que quand on va à l'export un peu plus loin, voire très loin, en Chine, aux USA, on a en tête forcément qu'il va falloir gérer des petites différences de mentalité et de culture d'entreprise. Quand on va vers l'Allemagne, on a peut-être moins cette problématique qui vient spontanément, mais c'est quelque chose à pas négliger parce que la culture d'entreprise en Allemagne et en France, c'est deux choses assez différentes.
Alors notamment, donc on a en Allemagne donc l'ordre, la rigueur, certes, mais on a en Allemagne des partenaires qui sont caractérisés par une grande fidélité. Et ça, c'est peut-être quelque chose que on ne sait pas, mais tous les efforts que vous serez amenés à investir dans votre projet de développement vers l'Allemagne seront couronnés de succès sur le long terme. Un client qui est gagné, il est gagné pour longtemps, même si un concurrent vient régulièrement avec des prix potentiellement un peu plus attractifs. Même s'il est sollicité, votre partenaire, s'il est satisfait de votre relation, restera fidèle. Et ça, c'est quelque chose d'assez appréciable. Oui, c'est vrai que c'est appréciable, oui. Au moins, on sait que les efforts n'auront pas été vains, ou en tout cas, ils seront couronnés de succès pour longtemps. Oui, c'est ça. Et puis, une autre chose aussi qui me semblait intéressant de partager avec vous aujourd'hui, c'est que toute collaboration avec les Allemands, généralement, commence par une phase de test ou une montée en cadence selon votre secteur d'activité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et ne pas en prendre ombrage. En France, on est un peu plus dans l'émotionnel. Et donc, cette frilosité, on va dire, au démarrage, peut être interprétée comme un manque de confiance, un désamour. On a tendance à le prendre en France un peu personnellement. En fait, en Allemagne, il n'y a rien de tout ça. C'est simplement la prudence des Allemands qui fait que ils intègrent un facteur de risque dans leur matière de décision, qu'ils ont tendance à cadencer et à monter petit à petit vers des plus grosses commandes. Et ça n'a absolument rien de personnel. C'est quelque chose de tout à fait courant. Et d'ailleurs, ils ont tendance, même systématiquement, ils vont organiser des plans de repli au cas où quelque chose se passe mal. Et ils vont aussi formaliser dans pas mal de documents tout ce qui a été pris comme décision, même à l'oral. C'est pas rare de recevoir, après avoir raccroché au téléphone, un mail qui redit par écrit tout ce qui vient d'être échangé comme information. Donc voilà, c'est pas un manque de confiance, c'est simplement la prudence des Allemands, ça les caractérise et si on s'appuie dessus, c'est des bons outils de travail aussi. Donc voilà, plutôt le voir de ce côté-là. Oui, ça permet de laisser une trace de tout ce que l'on pourrait se dire. Et on le sait hein, souvent que garder une trace, c'est quand même du domaine de la précaution. Oui. Oui, en termes de culture d'entreprise, un autre point qui peut être intéressant à avoir en tête. Donc les Allemands, effectivement, ont une communication directe. Ça va toujours avec voilà, cette notion d'ordre et de rigueur. C'est un fait. Leur communication est directe. Ils n'hésiteront pas à exprimer leur mécontentement, mais ils auront aussi aucun problème à vous dire quand ils sont satisfaits. Et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable aussi. C'est l'occasion, un mécontentement potentiel, c'est toujours l'occasion de s'améliorer. Et derrière, si on répond par un petit commentaire, par un mail, qu'on prend en charge leur inquiétude, leurs problèmes, souvent on aura derrière un retour positif, un commentaire positif sur votre site internet par exemple. Et donc on peut assez facilement transformer un problème en une solution, une valorisation. Donc ce point-là, pareil, selon l'angle avec lequel on le prend, certes leur communication est directe, mais on peut en tirer bénéfice. Et quand on voit le temps qu'on passe à essayer de récupérer des avis positifs des clients, oui. Quand ils arrivent comme ça sans qu'on les demande, c'est quand même un gain de temps. Oui, et c'est un témoignage qui n'a pas de prix. Oui, tout à fait, tout à fait. Les Allemands seront très reconnaissants et, voilà. Et ça va aller dans le sens de la fidélité en affaires. Donc pas hésiter à répondre rapidement et au moins dire qu'on a entendu. Voilà, même si la solution n'est pas instantanée. Oui, ils détestent qu'on reste comme ça sans réponse. Ça peut attendre 12 heures, 24 heures, voilà. mais pas trop. Hein. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à dire oui, nous allons traiter votre demande et puis le faire. Mais ça, on aura l'occasion on va en remettre un petit... Ok, suspense. Oui, donc en résumé, voilà, s'exporter en Allemagne, c'est très intéressant, ça c'est sûr, c'est une certitude.
Il faut simplement sortir des recettes françaises qu'on connaît et s'adapter, ça c'est vraiment la clé. Et puis évidemment, une bonne préparation, ça c'est un point non négligeable pour s'assurer une réussite dans votre projet. C'est certain. Mais avec une bonne préparation, pas de raison pour que la réussite ne soit pas au rendez-vous. Tout à fait. Alors justement, on va s'intéresser à comment aborder ce marché, 5 points stratégiques et tactiques. Ouais, je te laisse reprendre la main du coup pour le premier point. Alors, je m'occupe des stratégiques et tu t'occupes des tactiques. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, les premiers points, déjà se donner les moyens d'exporter. Hein, ça fait partie en fait de toute bonne recette, en tout cas d'un bon sens que l'on pourrait avoir pour toute envie d'aller voir ailleurs que dans son pays. Donc, ce qui est important, c'est de faire le point sur ses forces et ses faiblesses internes avant de se lancer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir dans quelle mesure on a des capacités limitées ou dans quelle mesure on a une possibilité de s'adapter. Hein. On est toujours, et puis encore une fois, il ne faut pas se leurrer, mais faire un état des lieux le plus neutre possible pour notamment dans les fonctions support, hein, savoir si on a des personnes qui parlent allemand, tout simplement. Hein, ça paraît bête, mais c'est quand même pas mal. Hein. Les Allemands, même s'ils parlent anglais, apprécieront énormément que vous parliez dans leur langue. Tout à fait. Dans les fonctions support, c'est aussi avoir tout organisé pour répondre à ces demandes et à cette croissance. Cette croissance qui peut s'annoncer intéressante, mais également lourde à gérer si elle est rapide. Alors, dans les ressources techniques, c'est surtout la capacité de répondre à une commande qui n'est pas habituelle. Est-ce que est-ce que j'ai une capacité de fabrication suffisante, ou alors est-ce que j'ai la possibilité de me tourner vers la sous-traitance pour produire? Parce que ce serait quand même dommage de se trouver avec une belle commande si on n'est pas en mesure de produire ou de livrer dans les temps promis. Ça, c'est quelque chose qui peut réduire vos efforts, pas à néant, mais vous mettre une belle embûche sur le chemin et ce serait vraiment dommage. Alors qu'une première commande honorée dans les temps, c'est tout de suite de la confiance de gagner et du coup, on file vers un partenariat qui peut s'inscrire dans le temps. Donc, bien regarder ça en amont. Ouais, c'est important de se donner les moyens. Alors, les ressources financières également, hein, parce que aborder un marché, alors on sait que l'Allemagne n'est pas considérée comme un marché facile, hein, parce que justement, il y a une confiance à installer, il faut faire des phases de test, des fois ça peut se transformer en mise à l'essai. Donc, qui dit test pour un produit, un prototype, dit du temps. Et du temps, c'est de l'argent. Et si vous mettez en place un prototype, si vous faites traduire vos documents commerciaux, si vous avez décidé d'exposer sur un salon, puisqu'on sait que c'est the place to be, tout ça, ça va demander des moyens. Et des moyens que vous allez puiser sur votre trésorerie. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais c'est vraiment déconseillé d'épuiser votre trésorerie lorsqu'on a un projet à l'international. Donc, il y a des solutions financières et le fait d'avoir une capacité d'autofinancement, c'est plutôt bien. Mais d'avoir des possibilités de financement externe, c'est encore mieux. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à connaître en amont. Et puis enfin, les ressources humaines. Les ressources humaines, hein, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des personnes qui parlent la langue, mais également si on n'a pas les personnes en interne pour développer notre prospection en Allemagne, eh bien, on peut s'adresser à des cabinets qui font ça très bien, n'est-ce pas, Léa? Par exemple. Par exemple. Voilà, donc ça c'est important. Après, il faut également dans les ressources humaines penser au service après-vente. On a tendance à dire ça on verra ça plus tard. Non, en Allemagne, on prévoit le service après-vente en amont. Est-ce que j'ai besoin d'un technicien qui va être obligé de réparer une installation que j'aurais faite en Allemagne? Il est capable d'intervenir dans quel délai? Est-ce que lui, il a la langue?
Ou alors, à ce moment-là, s'il ne possède pas la langue, il va peut-être avoir besoin du commercial qui devra l'accompagner dans un premier temps en tout cas, l'accompagner, pas forcément de façon physique, mais en tout cas, accompagner son intervention pour prévenir le client qu'il y a une personne qui va intervenir chez lui. Voilà. Donc tout ça, ça va être, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais prévoir le SAV, c'est aussi prévoir dans ses ressources humaines qui on envoie en cas de panne ou en cas de problème. Et puis, le troisième point qui n'est pas à négliger non plus, c'est la volonté d'exporter, la volonté qui se met derrière ce projet. S'il y a une seule personne, en général, il y a un chef de projet pour réaliser cette prospection en Allemagne, il ne faut pas que cette personne soit toute seule. Sinon, elle va être très rapidement isolée et il faut qu'il y ait vraiment toute l'entreprise qui agit derrière. Faire une communication en allemand, c'est peut-être également prévenir la partie de production que on va peut-être être amené à avoir des commandes allemandes. Donc, comment réagir? On peut aussi solliciter les achats pour un sourcing plus important. On va solliciter toutes les fonctions support pour faire une facture en bonne et due forme. Et puis faire les déclarations. C'est pas parce qu'on n'a pas de frontière entre la France et l'Allemagne qu'il n'y aura pas des déclarations à faire. Voilà, donc ça veut dire avoir une équipe. C'est vraiment à tous les échelons de l'entreprise et il faut que l'ensemble des intervenants dans la vie d'un produit dans l'entreprise, donc de la commercialisation jusqu'au SAV, aient conscience qu'il va falloir potentiellement adapter. Alors, c'est pas forcément un chantier titanesque, mais il va falloir modifier quelques points. Et ça, dans l'ensemble de l'entreprise. Voilà, et tout ça, c'est à prévoir. Et si c'est impulsé par le dirigeant ou un cadre supérieur, ça n'est que mieux. Ça permet d'avoir une communication interne fluide, sans qu'il y ait des blocages pour des questions qui n'ont pas trouvé réponse, tout simplement. Tout à fait. Alors la deuxième chose qui est très importante, c'est déceler une réelle opportunité en Allemagne. Ça paraît bête à dire, mais le fait que, en général, c'est toujours pareil. Le commerce international ou le fait d'aborder un marché, ça commence toujours par une rencontre fortuite sur un salon ou lors d'une mission collective où on a envie de tester le marché sans savoir vraiment ce qu'il en retourne. Ça peut peut-être même être un contact sur votre réseau LinkedIn, ou réseaux sociaux. Donc, de partir d'un sentiment qu'il se passe quelque chose, il faut aller sur une confirmation. Et cette confirmation, elle se traduit par une étude pays qui va soit vous confirmer, soit vous dire, écoutez, il y a très certainement une opportunité, mais peut-être que avant tout, il faudra peut-être passer par certaines étapes pour être vraiment prêt pour ce marché. Alors, ça veut dire aussi adapter son produit, tu l'as dit tout à l'heure, Léa. Les certifications que vous obtiendrez seront d'ailleurs une belle opportunité de communication. Les Allemands adorent les certificats. On aura l'occasion d'y revenir. Vous pouvez y aller, communiquer sur les certificats, sur les performances de vos produits, en long, en large, en travers. Ça passe très très bien en Allemagne. Alors, on a un exemple du packaging pour l'Allemagne depuis 2019. On a la loi sur les emballages visant à augmenter le taux de recyclage. Donc, c'est le Verpackungsgesetz. Cette réglementation, elle cible les fabricants et les distributeurs importateurs. Donc, actuellement de 36%, le taux de recyclage des emballages plastiques devrait s'élever à 63% d'ici 2022. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est important de se dire, si on a envie vraiment d'avoir toutes les chances de son côté pour aborder ce marché, d'aller faire un tour sur les réglementations que les Allemands aiment. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est un pays, tu auras l'occasion d'y revenir, exporter, où il faut exporter avant tout par conviction, ça c'est vraiment important. Donc, pour confirmer donc, ce potentiel, évaluer la valeur ajoutée du produit, qu'est-ce que ça apporte
à mon client. Il faut quand même le dire parce que ça fera partie quand même de votre argumentaire. On ne va pas rendre visite à un prospect en présentant son offre sans avoir en tête ce que ça va vraiment apporter à son client. Il faudra montrer des chiffres, il faudra montrer des preuves. Ça, c'est important. Donc, adapter le produit aux habitudes des consommateurs. Donc, ça, c'est important de connaître ses habitudes, notamment en connaissant quels sont les lenders, en sachant quels sont les lenders qui aiment ce type de produit, dans lesquels elles sont performantes, dans lesquels il y a une présence concurrentielle importante. Et donc, voilà, intégrer. Qu'être présent en région avec les gens qui connaissent les entreprises présentes sur place et qui connaissent les habitudes des consommateurs sur place, c'est un gain de temps incroyable. Oui, c'est sûr. Et puis tu l'as dit, hein, les consommateurs allemands sont les plus exigeants dans le monde, ce qui est assez marrant d'ailleurs parce que nous en France on est des consommateurs râleurs, mais on n'est pas du tout protégés en fait. Quand on nous dit bah non, on peut pas vous échanger votre produit, bah, on s'arrête là, on se dit oh bah c'est pas bien, mais il se passe rien. Alors qu'en Allemagne il faut s'attendre à avoir des consommateurs tenaces et qui ont envie d'avoir une réponse à leurs problèmes de SAV si toutefois ça se présente. Oui, parce qu'il y a beaucoup de ventes qui se passent très bien. Oui, voilà, hein, on est en train toujours de parler des possibilités de catastrophe, mais en règle générale, heureusement, ça se passe bien. Alors, troisième point très important, on l'a vu tout à l'heure, c'est financer son projet. Donc, on sait que le ROI est très long en Allemagne, le retour sur investissement. Donc, il existe des solutions. Les solutions, on les connaît, notamment celle qui consiste à une avance sur trésorerie. Hein, c'est celle qui est qu'on peut vous faire voir par le biais de la BPI. En fait, il s'agit de budgétiser toutes les dépenses que vous avez prévu de faire pour aborder ce marché. Ça commence à la préparation, donc à l'étude pays, l'étude de marché, l'adaptation, la préparation d'échantillons, jusqu'à la mission sur place ou alors l'organisation du stand sur un salon. Donc c'est très important de tout lister parce que vous avez une solution donc qui est l'assurance prospection que vous connaissez peut-être et qui permet justement d'avoir à l'entreprise qui peut en bénéficier une avance sur la trésorerie. La BPI s'engage à hauteur de 65% sur les dépenses que vous avez prévues pour aborder ce marché. Et vous remboursez dans les années suivantes. Donc il y a voilà, une présentation à faire. C'est une solution qui marche. Oui, très intéressante. Exactement, ouais, très intéressante et ça permet justement de ne pas, en tout cas, comment dire, fragiliser votre trésorerie. Il ne faut jamais mettre un frein à votre croissance française pour aborder un autre marché. Donc, il faut absolument trouver des possibilités de financement. Alors, autre financement aussi qui est temporaire et c'est vraiment le moment d'en parler, puisque la date limite est le 14 février 2022 pour un dépôt de dossier avant le 20 décembre 2021, c'est le chèque relance export. Alors ça, c'est le gouvernement français qui l'a lancé à toute entreprise depuis le début de la Covid et qui permet justement aux entreprises de pouvoir bénéficier d'une prise en charge de 50% de prestations qui peut vous amener, qui peut vous être faites pour aborder le marché notamment de l'Allemagne. À partir de 500 € la prestation, plafonnée à 2000 €, donc 50% de prise en charge sur cette prestation. Et dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, la région abonde 2000 € sur tout chèque relance export, enfin sur le chèque relance export. Donc c'est le moment d'en profiter puisque ça n'aura d'effet que jusqu'à la fin de l'année. Peut-être que tu nous donnes un exemple chiffré sur une dépense à 2000 € par exemple. Oui, alors par exemple, vous avez une dépense à 2000 € pour une étude, pour un test sur offre par exemple. Eh bien,
50% est pris en charge donc par le chèque relance export. Et puis la région, une fois que ce chèque aura été validé par la team France Export, hein, qui le commercialise, on fait la demande à la région qui va compléter en fait les 1 000 € restants. Donc la prestation vous revient à 0. Et donc c'est une réelle subvention à 100%. Profitez-en. Vous avez droit à 2 chèques pour des prestations individuelles et 2 chèques pour des prestations collectives, comme des salons collectifs sous pavillon français, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très important. Nous, on est en mesure de vous en faire bénéficier. On peut également réaliser la demande pour ces deux solutions de financement. Donc ça, c'est vraiment très important de l'avoir en tête. Tout à fait. Donc point 4 de notre sommaire, pour être sûr de réussir en Allemagne dans votre projet essentiel pour convaincre vos partenaires, germaniser son entreprise. Germaniser de l'entrée, du premier contact à la livraison. Il faut que le client ait l'impression que l'entreprise est implantée en Allemagne. Alors, une adresse en Allemagne, c'est quelque chose qui peut être envisagé selon votre activité, mais c'est pas forcément nécessaire. Par contre, en interne, il y a vraiment cette germanisation à mettre en place. Donc, prévoir des supports commerciaux en langue allemande, ça c'est essentiel. Engager des salariés ou faire appel à des prestataires extérieurs qui connaissent la langue et qui connaissent aussi la culture, qui vont pouvoir comprendre. C'est vraiment un effort de donner confiance dans que vos clients et vos partenaires vous fassent confiance. Donc, envoyez quelqu'un qui comprend leurs inquiétudes, qui pourra les rassurer et donc les convaincre. Ça, c'est essentiel. C'est vrai que le business se fait aussi en anglais, mais de manière dégradée. L'allemand, le fait de parler allemand, c'est montrer aux clients que on fait un pas vers eux, qu'on les a compris. Et ça ouvre des portes quasiment instantanément. Donc, essentiel. Prévoir un service commercial dédié, donc qui pourra répondre à vos clients allemands et avec un numéro de téléphone en plus 49. Il y a des services qui existent pour ça. Mais du coup, que l'allemand ne se pose pas la question de où va atterrir mon appel. Encore une fois, qu'il soit rassuré, qu'il soit bien compris. Ça, c'est important. Toute question. Donc, germaniser son entreprise. Et puis, pour prospecter efficacement, et prospecter pareil à l'allemande. Donc, quelques règles, quelques pratiques clés. On pourra en discuter plus en détail si besoin, mais là, j'ai rassemblé quelques points qui sont vraiment importants pour prospecter de manière efficace, puisque c'est l'objectif quand on se lance dans un projet, c'est qu'il réussisse. Donc, prospecter à l'allemande, ça veut dire respecter les heures de début et de fin, que votre rendez-vous ait lieu en physique ou en digital. Si vous arrivez en physique, prévoir d'arriver à l'avance, éventuellement avec le dossier imprimé. C'est des petites choses qui montreront à vos interlocuteurs que vous fonctionnez comme eux. En Allemagne, on commence rapidement. Alors on peut avoir une petite conversation brève au début, mais on se met rapidement au travail. Donc pas trop de questions non plus personnelles sur la journée de votre collaborateur. Ça pourrait avoir lieu plus tard. En fin de réunion ou même après avoir eu plusieurs échanges, avoir éventuellement vécu une situation compliquée qui vous a rapproché, là on pourra rentrer dans un peu plus de proximité, mais au début du formalisme, respecter cette pratique-là. Formalisme aussi sur le titre monsieur, madame. En Allemagne, on a aussi l'utilisation du terme doctor, Herr Dr. Mayer. Si monsieur Mayer a eu un doctorat, ça c'est quelque chose qui est très important en Allemagne. Voilà, donc ça c'est pour les échanges sur les rendez-vous. Vous pouvez aussi échanger assez rapidement vos cartes de visite qui ne sont pas obligées d'être en allemand. Si vous-même vous ne parlez pas allemand, laissez vos cartes en anglais. Mais avoir quelqu'un avec vous lors du rendez-vous qui parle la langue et qui comprend la culture.
Pour votre présentation, bien la documenter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ne pas hésiter à argumenter avec des chiffres, avec des faits, des tableaux, des graphiques, des certifications. Ensuite, si on passe, voilà, donc un peu, on avance dans le rendez-vous. Vous allez sûrement avoir des questions en quantité, c'est très probable. Ne pas hésiter donc à répondre à ces questions, même si vous n'avez pas la réponse. Et ne pas croire que c'est pour vous embêter, Non, parce que c'est pas pour vous souvent, embêter. Non, souvent on a cette impression. Hein. non, c'est pour, voilà, pour bien baliser le projet. D'ailleurs, très probablement, il est possible que soit invité à votre rendez-vous quelqu'un qui est assez, une personne au sein de l'entreprise qui est assez pointue sur un sujet, d'autant plus si vous vendez un produit technique. C'est pareil, c'est pas pour vous mettre en difficulté, c'est simplement un souci d'efficacité. La personne est là pour poser des questions auxquelles l'acheteur, le responsable de projet n'aurait pas forcément pensé. Et voilà, on gagne en temps. On aborde toutes les questions au moment où on se rencontre, ou en tout cas un maximum. Donc voilà, ces questions, c'est tout à fait normal d'avoir toutes ces questions avant de signer un contrat. Et comme tu dis, voilà, vous n'êtes pas une encyclopédie, donc Oui. vous pouvez très bien ne pas savoir. Et ils aiment que vous disiez que vous ne savez pas, mais que vous allez leur répondre. C'est ça. Vous renseignez et vous leur répondrez. Oui, tout à fait, c'est ça. Et tenir sa parole, du coup. Voilà. Donc, pas de problème à dire je ne sais pas, je me renseigne. Par contre, si on a dit je ne sais pas, je me renseigne et que vous avez estimé qu'il vous fallait une semaine pour avoir l'information, pas de problème, vous n'êtes pas obligé de répondre sous 24 heures. Mais sous une semaine, il faudra revenir vers votre potentiel client ou au moins lui dire je ne vous ai pas oublié, j'en suis là dans ma recherche, je reviens vers vous sous un nouveau délai. Voilà. Donc la transparence, jouer la transparence et tenir votre parole. Et puis dans les choses aussi très importantes à respecter, éviter toute ironie, c'est un peu ce que je vous disais au début. Il y a une certaine distance qui est respectée dans les affaires en Allemagne. Donc ça peut venir par la suite, mais il n'y a pas d'ironie au début. On aime bien blaguer en France, mais ça, il faut le garder pour un peu plus tard. On sait qu'en général, le sens de l'humour n'est pas international, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est ça. Et donc, autant à éviter au début. À éviter. Et oui, ne pas interrompre non plus les participants. En France, on a tendance, c'est presque oui, c'est culturel de commencer sa phrase avant la fin presque de celle de son interlocuteur. Là, non. D'ailleurs, les verbes en allemand viennent souvent à la fin, donc il faut attendre la fin de la phrase pour savoir exactement ce qu'a voulu dire l'interlocuteur. Et donc, on ne coupe pas la parole, on attend d'être sûr d'avoir compris pour commenter. Non, il ne faut pas oublier que le français est considéré comme arrogant. Donc, le fait de couper la parole pourrait être considéré comme un signe d'arrogance. Et bien sûr, l'idée, c'est de faire la chasse aux a priori. C'est ça. Donc, rapidement, pour laisser quelques minutes pour les questions, si on résume ce qu'on vient de se dire dans les points vraiment à garder en tête, exporter par conviction. C'est un effort, mais qui paye, donc il faut être convaincu. Trouver des appuis en région qui sont du même moule, c'est ce qui va vous permettre de gagner en crédibilité et en visibilité et en efficacité. J'aurais pu aussi le rajouter. C'est vrai. Comprendre et s'adapter aux attentes de vos partenaires et puis être prêt à recevoir vos premières commandes pour livrer dans les temps et enchaîner sur un partenariat périn et qui rapporte. Lucratif. Voilà. Très bien. Bon, eh bien, écoute, en tout cas, ça a été un tour de la question assez rapide et très pragmatique. Simplement, voilà, moi, je pense que la meilleure des façons pour aborder ce marché, c'est avant tout d'être très clair et très transparent vis-à-vis de son client. Et en tout cas, quand on promet quelque chose, eh ben, on s'y tient. Donc, ne pas promettre la lune
mais surtout être vraiment à l'écoute, hein. Ça, c'est de toute façon un fondamental du commercial. Que ce soit pour aller vers l'Allemagne, comme pour aller vers d'autres pays ou même aller vers de nouveaux clients en France. Ça, c'est la base. Oui. Et ne surtout pas prendre pour son compte personnel toute critique qui pourrait venir, hein. On est sur du formalisme pur, ce qui n'empêchera pas quand même de se prendre une bonne bière en fin de journée si la négociation a été fructueuse. C'est ça. Voilà. On n'a pas l'habitude en Allemagne du repas d'affaires. Ça n'existe pas du tout. Le repas est très court. Mais quand les projets sont couronnés de succès, tout le monde, même côté allemand, est, est volontaire pour aller boire une bière ou manger, même en une spécialité française. Si vos partenaires viennent en France, vous pourrez les inviter au restaurant et faire découvrir la gastronomie. Ça, c'est quelque chose qui sera possible. Pas dans un premier temps, mais par la suite, les relations deviennent de plus en plus étroites et forcément, c'est des choses qu'on est amené à partager. C'est des chouettes moments. Et puis, ils apprécieront la culture wie Gott in Frankreich. Donc en tout cas, on espère en tout cas que ce webinaire vous aura apporté quelques clés pour faire votre marché en Allemagne et faire en sorte qu'il réussisse sans pour autant vous poser des questions et vous faire peur, hein. Le but, c'est vraiment de bien vous préparer. Et si vous êtes bien préparé et que vous suivez ces conseils, vous ne pouvez que réussir. Soyez patient. Je crois que c'est peut-être le mot d'ordre. Peut-être que Florence, tu peux mettre nos coordonnées. Alors effectivement, on est à votre équipe, on est à votre écoute. Ça, c'est notre équipe. On est à votre écoute. Voici les coordonnées de nos deux coordonnées. N'hésitez pas, vous avez de toute façon par le biais de l'invitation, vous avez également ces coordonnées-là. Je vois que de toute façon, on est en contact avec vous sur LinkedIn. Donc, si toutefois des questions vous venez par la suite, eh bien, on y répondra avec grand plaisir. Volontiers. Voilà, et au plaisir de